C'est l'heure du sonneur. Et je suis toujours très heureuse de retrouver Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Régis de Castelnau, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alexandre Langlois, chroniqueur tocsin, et ancien policier, auteur de ce livre Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Alors, beaucoup de sujets aujourd'hui. On va commencer par, asphyxier l'économie russe. La nouvelle promesse, au lendemain de la frappe russe de missiles sur le centre-ville de Soumy. Dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réagi depuis le Luxembourg. C'est la preuve, selon lui, que Vladimir Poutine méprise les civils et n'a pas l'intention de cheminer vers un cessez-le-feu. En représailles, il appelle l'Union européenne et les États-Unis à alourdir les sanctions contre l'économie russe qu'il veut asphyxier. Je vous propose d'écouter Jean-Noël Barrot, le 15 avril. Et alors que l'Ukraine a depuis plus d'un mois maintenant consenti à un cessez-le-feu, de toute évidence, Vladimir Poutine n'a aucune intention de cheminer dans cette direction. Il faut donc l'y contraindre, et c'est pourquoi j'appelle l'Union européenne à prendre les sanctions les plus lourdes à l'encontre de la Russie pour asphyxier son économie et l'empêcher d'alimenter son effort de guerre. Et je crois que les États-Unis, qui se sont beaucoup investis pour parvenir à un cessez-le-feu, le président Trump lui-même y a consacré beaucoup de temps et d'énergie, peuvent également, par des sanctions qui sont prêtes, forcer, contraindre Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Régis de Castelnau, évidemment, j'attends avec impatience votre réaction. Pourquoi on commence par moi? Moi, je vais être accusé d'être un horrible pro-russe. Alors, je tiens, avant de commencer, à rappeler qu'en fait, ma russophilie n'est que le masque de mon pro-soviétisme. Hein. C'est mon histoire. Je suis un vieux bolchevique, donc c'est une astuce pour moi. Bon, alors écoutez, il veut asphyxier l'économie russe. Mais je croyais qu'elle était à genoux. Bah oui. Parce que il me semble bien qu'on a eu un grand ministre de l'économie qui est resté quasiment pendant 8 ans, maintenu au pouvoir par Emmanuel Macron, qui nous avait annoncé cette catastrophe. Et puis bon, on a Thierry Breton qui est venu nous dire que l'économie russe, c'était l'équivalent de l'économie de l'Espagne, mais une Espagne qui aurait le statut de première puissance atomique. Il faut entretenir, je veux dire, les armes nucléaires, qui aurait une industrie aéronautique, qui aurait la première armée du monde aujourd'hui, d'après y compris tous les think tanks de recherche occidentaux, et qui aurait une croissance économique qu'on pourrait envier. Bon, donc tout ça n'est pas sérieux, En plus, historiquement, les sanctions, ça ne marche pas, ça ne sert pas. Alors sur des petits pays, ça les met en difficulté. On pense à Cuba, on pense au Venezuela, par exemple, ou on pense à ce qui est arrivé à d'autres pays plus petits. Donc, ce sont en fait des méthodes. J'ai l'impression quand même que les États-Unis ont plutôt utilisé les interventions directes, les guerres, les révolutions de couleur que les sanctions économiques. Enfin, ils les utilisent parce que je crois que la Russie est le pays le plus sanctionné du monde, ce qui ne l'empêche pas de continuer à se développer. Je ne dis pas que ça n'a aucune espèce de conséquence, mais cette expression de propagande de la nullité qui nous sert de ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot n'est pas un diplomate et c'est bien dommage. Parce qu'il n'y a pas que sur la Russie qu'il démontre son incompétence, mais il y a aujourd'hui une difficulté pour l'Europe. L'Europe, face à l'attitude des Américains, face au désengagement des Américains qui est évident, Donald Trump le souhaite, alors ça prend un chemin tortueux, c'est évident, mais face à ça, l'Europe a décidé d'être dans une posture de soutien total à l'Ukraine et une posture agressive vis-à-vis de la Russie, en disant, toute la théorie, c'est de dire, écoutez, en défendant l'Ukraine, en la poussant dans la voie militaire, on se défend nous-mêmes parce que la Russie va nous agresser. Donc, on met en scène une série de choses. Il y a eu ce qui semble être une bavure de Soumy. Enfin, on rappelle quand même que les parlementaires ukrainiens eux-mêmes ont
On dit qu'il y avait à 20 km du front un rassemblement militaire au milieu de la population civile et que c'était pas ce qu'il fallait faire. Je crois que ça a vivement protesté. En Ukraine même. Donc, mais ça, c'est mis en scène. Il y a eu 30 civils tués, ce qui est affreux. Il y en a eu probablement pas loin de 100 000 à Gaza sans qu'on ait entendu M. Barrot venir dire quoi que ce soit. Il a fallu attendre un an et demi pour que Emmanuel Macron vienne nous dire que effectivement c'était affreux et qu'il fallait reconnaître enfin l'État de Palestine, alors que 147 pays de l'ONU sur 193 l'ont déjà fait, dont quelques pays de l'Union européenne. Donc tout ça, moi, je tiens pour de la propagande. C'est une façon de mettre en scène le refus de la voie américaine, ce que je peux comprendre, quoique je n'arrive pas à saisir quels sont les objectifs de l'Europe. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut? Des objectifs stratégiques, s'entend. Qu'est-ce qu'on veut? Venir prétendre, Emmanuel Todd l'a parfaitement démontré, mais il n'y a pas que lui. Les Russes n'ont aucune intention de nous attaquer, on ne voit vraiment pas pourquoi ils le feraient, on ne les intéresse pas, il faut être tout à fait clair. Donc les objectifs de l'Union européenne, le plan de 800 milliards pour se réarmer, etc., parce qu'aujourd'hui on est un nain militaire, et en plus, si on n'a plus la couverture américaine, et la direction américaine de l'OTAN avec tout ce que ça implique, on n'est plus capable de grand-chose. Donc, on amuse la galerie, on essaye un petit peu en faisant de la gesticulation, d'apparaître comme un acteur important. On ne l'est pas. Je parle de l'Union européenne, là, la France, évidemment, au milieu. Non, je pense que tout ça, c'est de la propagande. On aura autre chose dans 15 jours, dans un mois. On mettra en épingle ceci ou cela. On nous redira que grâce à Bruno Le Maire, les Russes attaquent avec des pelles, démontent les machines à laver. C'est la même propagande. Elle est moins grotesque qu'elle l'est depuis 3 ans, un peu moins, parce que bon, la vérité a fini par monter les escaliers, mais je pense que... Mais justement, c'est ça qui est étonnant, Régis Castelnau, c'est comment, alors qu'on a... Il est impossible de dire que Bruno Le Maire avait raison de promettre qu'il mettrait l'économie de russe à genoux. On a bien vu qu'elle n'est absolument pas à genoux. Comment peuvent-ils se permettre de surenchérir dans ce domaine-là? Je veux dire, pour le moment, peut-être préoccupons-nous de notre propre économie. Et parce que ce sont des nullités. Ce sont l'Europe est dirigée par une classe dirigeante, mais qui est d'une médiocrité indigne. Je veux dire, je pense que c'est cette réalité-là. Bien sûr qu'il ferait mieux de s'occuper de l'économie, bien sûr qu'il ferait mieux de s'occuper de la situation politique interne en France, où on a un Premier ministre qui est à la dérive, dont le parti représente 4% des voix aux élections. On a un président de la République qui est sur le plan interne détesté par une énorme majorité des Français. On a un Parlement qui est quasiment bloqué. On vient, par une opération judiciaire, de priver les couches populaires de leur candidate, qui était Marine Le Pen, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce qu'ils avaient l'intention de voter. Je veux dire qu'on a fait comme en Roumanie. Alors, vous le savez bien, Clémence, je me suis pas mal investi, enfin c'est une vieille question, vous citez mon bouquin Une justice politique, j'ai fait plusieurs analyses qui démontrent bien que c'est une opération directement politique qui a été menée. Voilà, on en est là et on vient, on pense s'en tirer. En tout cas, c'est ce que disent les observateurs internationaux, parce qu'il faut aller, merci les logiciels de traduction, faire le tour de la presse mondiale. C'est que toute cette activité, cette gesticulation, elle est destinée à faire oublier les problèmes internes qu'ils ont. Keir Starmer est un Premier ministre très faible. Le Merz, le nouveau chancelier, est lui aussi assez faible. Il a réuni 25-27% des voix. Sans parler de la France, il y a peut-être, nous dit-on, Mélanie qui s'en tire parce qu'elle essaye de godiller entre les États-Unis et l'Union européenne. Non, tout ça est pathétique d'une certaine façon. Alexandre Langlois, comment vous réagissez? Déjà, ils essayent une méthode intérieure, qui s'explique sur le plan intérieur, ils l'essayent sur le plan international. D'abord, Bruno Le Maire met à genoux l'économie russe
et Jean-Noël Barrot vient l'asphyxier. Exactement la méthode qu'il y a eu dans l'affaire Chouviat. Les policiers avaient mis à terre M. Chouviat. Une fois qu'il était à terre, ils l'ont asphyxié. Donc, on pourrait rappeler M. Darmanin, maintenant qu'il est ministre de la Justice, peut-être pour gérer les affaires internationales. Mais effectivement, c'est plus compliqué de gérer des affaires internationales avec des pays à l'étranger plutôt que de gérer sa propre population et de la matraquer et voire de la tuer. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'économie russe à genoux. Bon, du coup, Mediapart, 18 février 2025, donc très récent, augmentation des importations de gaz liquéfié russe, plus 81% en 2024 pour la France. Donc, autant dire qu'il y en a qui profitent de cette situation pour faire des affaires. Donc, en fait, on se demande, du coup, si toutes ces sanctions ne sont pas faites pour enrichir une classe d'affaires économiques qui sait contourner les sanctions, faire du lobbying pour continuer de s'approvisionner et contourner les sanctions pour se faire du pognon. Donc, ça, c'est sur le dos des gens, sur le dos de la crise ukrainienne, sur les gens qui meurent en Ukraine, qu'ils soient russes ou ukrainiens. Il y a des gens qui font du pognon, y compris en France, dans toute impunité. Voilà, et en dernière chose, donc la diplomatie française. La diplomatie française, Emmanuel Macron l'a tué. Je veux dire, il a détruit le corps diplomatique. Je reprends les propos d'un député LR qui avait dit, Damien Régnard, il s'appelait, c'était un outil que le monde entier nous enviait. Emmanuel Macron l'a tué. Et aujourd'hui, on a le résultat qu'on a, des Jean-Noël Barrot qui viennent faire des déclarations, et en fait, on a des communicants, on n'a plus des diplomates qui viennent de raconter le storytelling qu'on leur a dit de raconter. Demain, comme l'a rappelé Régis, ils vont nous raconter une nouvelle version, mais il n'y a plus de cap, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus d'échange. La diplomatie, c'est de pouvoir discuter avec tout le monde de façon rationnelle, logique et malheureusement des fois un peu froide pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent raconter une vision du monde qu'ils ont à un instant T, donc 1984. L'histoire change régulièrement, donc ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui parce que les intérêts ont changé. Et c'est sur ça qu'on est, des communicants, plus du tout de la diplomatie. Mais c'est, comme l'a dit Régis, c'est toutes les politiques françaises. Il n'y a plus de politiciens français. On n'a plus que des vendeurs de tapis qu'on fait. On n'a plus d'ingénieurs, on n'a plus de gens qu'on fait HEC. On n'a plus justement, on a des gens qui ont plutôt fait des écoles de commerce plutôt que des écoles comme Polytechnique ou les mines. Et ce qui veut dire qu'avant, nous avions des politiques qui prenaient des décisions politiques. C'était des anciens qui m'ont dit ça du temps de Giscard, Mitterrand, Chirac, même encore, ou qui disaient il y avait des gens qui conseillaient les politiques et qui écrivaient les discours, qui leur donnaient des lignes à tenir, et le politique tranchait entre plusieurs lignes de conduite en ayant les conséquences, mais il avait le choix politique. Mais maintenant, c'est ces gens qui étaient les conseillers d'avant qui sont devenus aux manettes en disant on sait faire, sauf qu'eux, ils n'ont pas de choix en fait. Ils ont leur propre opinion personnelle qui vaut ce qui vaut. Ils n'ont plus de vision éclairée, ils ne réfléchissent plus à ce qu'il peut y avoir d'autre. Et ce qui compte, c'est leurs propres intérêts. Donc là, on le vit au niveau de la Russie, mais on le vit partout en France. Je pense qu'il y a tellement de sujets qu'on va encore aborder ce matin qui va démontrer cette médiocrité qu'on va continuer pour enfoncer le clou. Donc voilà, donc rien de nouveau sous le soleil malheureusement. Et pendant ce temps-là, les morts s'entassent. Alors, avant d'aborder les vrais sujets police justice, on reste un petit peu dans l'actualité encore. Je voulais évidemment revenir sur la conférence de presse de François Bayrou. Il s'était exprimé mardi dernier sur les finances publiques en vue de la préparation du budget 2026. Il a regretté un taux d'emploi, une productivité trop faible, responsable selon lui. C'est ça qui est responsable du déficit budgétaire. Il a notamment appelé à une réindustrialisation qui doit, selon ses mots, devenir une obsession pour le pays. Bon, dommage parce qu'on vient de signer la reprise et le rachat de Vencorex par la Chine, mais bon. Et écoutez, je vous propose d'écouter un extrait de François Bayrou. Le taux d'emploi des jeunes Français est beaucoup plus faible que chez nos voisins européens, et le taux d'emploi des seniors est aussi plus faible que chez nos voisins européens. C'est l'explication brute du taux d'emploi qui est faible chez les travailleurs français. Voilà la première série d'explications. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Voilà, donc il faut se serrer la ceinture et les Français ne travaillent pas assez. On va commencer par vous, Alexandre Langlois. Quand il y a des discours comme ça, c'est bien. Quand quelqu'un qui arrive et qui était haut commissaire au plan il y a encore quelques temps avant d'être Premier ministre, qui devait donner un cap à la France, une stratégie, et qui a pondu 4 documents PDF, je veux dire, il est bien placé pour nous parler de tout ça. Je veux dire, effectivement, le plein emploi, les choses comme ça, sous De Gaulle, il y avait un commissariat au plan qui avait planifié l'économie pour que les acteurs économiques soient confiants dans l'avenir, qu'ils sachent où investir leur argent. Là, les 4 PDF, je ne sais pas qui les a lus, mais je pense que ça n'a rassuré personne. Et aujourd'hui, donc, la médiocrité continue, on promue des gens qui sont nuls. Et aujourd'hui, on a des discours aussi nuls. Donc, on va reprendre travailler plus. Travailler plus, on revient toujours, les Français ne travaillent pas assez. Alors non, ils veulent bien travailler, mais ils ne veulent pas être esclaves, en fait. Et ils ne veulent pas qu'on remette la corvée. Je rappelle qu'on a déjà le jour de solidarité où on travaille gratos. Et je rappelle également qu'on a voulu nous remettre un deuxième jour où on travaille gratos. Donc, en fait, le travail doit payer. Non, donc là, en fait, il a enlevé ça, le travail, juste le travail.
Donc, on peut nous mettre un fouet, des chaînes et on y va. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, parce qu'il faut que leur caste puisse continuer de perdurer. Ensuite, les seniors ne travaillent pas assez. Génial, on va augmenter l'âge de la retraite. Ça, c'est une bonne idée. Comme ça, ils seront au chômage plus longtemps. On va continuer de leur payer leur retraite moins cher. On va pouvoir les asphyxier jusqu'au bout. Et eux, ils vont vraiment être asphyxiés quand ils vont arriver à la retraite. Parce qu'en fait, on paye des gens on paye des gens déjà chez eux. On leur dit, vous n'avez pas d'emploi, donc on va allonger votre durée de temps de travail. Vous n'aurez pas plus d'emploi. Et puis, comme ça, on va encore vous payer moins cher. Je veux dire, c'est d'un cynisme hallucinant. Pareil pour les premiers emplois. Je veux dire, les jeunes n'arrivent pas à travailler, mais qu'est-ce qu'on leur propose comme marché du travail? Est-ce qu'ils ont envie de marcher, de travailler chez Uber, à travailler à la chaîne, travailler chez McDo? Ça marche quand on fait nos études, c'est sympa, je l'ai fait aussi pour payer mes études, pas de problème. Mais après, quand on évolue dans la vie, on voudrait avoir autre chose. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des gens qui ont des réseaux, qui peuvent travailler à droite à gauche. Je repense à cette anecdote, alors c'est pas de chance parce que ça fait l'actualité, mais quand on cherchait quelqu'un pour gérer le centre d'affaires de la Défense et que celui qui avait postulé, c'était le fils de Nicolas Sarkozy. Hein, voilà, en disant j'ai pas de diplôme, j'ai rien, mais comme j'ai papa qui est là, ça va. Et quand on prend les fils de tous nos népotismes partout, les gens ont du réseau. Donc les gens en ont marre aussi. Ils veulent bien travailler, ils veulent bien s'engager, mais il faudrait que le travail paye, il faudrait que leurs compétences soient reconnues. Et ce qui soit reconnu aujourd'hui, c'est le réseau de papa, le réseau de maman, les amis, les affaires, la corruption. On est tous pris dans le pot de confiture. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer les écuries d'Augias, remettre le sens du travail. Aujourd'hui, quand quelqu'un travaille également, les gens sont asphyxiés de charges. Pour le coup aussi, Oui. une entreprise est d'abord payée avant de gagner de l'argent. Et je veux dire, dans quel pays voyons-nous ça? Que des entreprises qui gagnent de l'argent payent très bien. Mais je parle pour les PME, hein. Je ne parle pas pour les grands groupes du CAC 40 qui ne payent pas d'impôts en France. Je veux dire, il y a quelques années, Total ne payait pas d'impôts en France. Pourtant, c'était une entreprise des plus cotées du CAC 40. À un moment, ils ont un peu régularisé. On dit, on va payer un petit peu. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui marchent en fait. C'est comment on fait que le travail permet de servir la cause collective, ce qui n'est absolument pas le cas. Il sert des intérêts personnels. Aujourd'hui, on veut remettre l'esclavage, on veut nous faire travailler gratuitement, on veut continuer de pas que les compétences payent. Et c'est la médiocratie qui dirige en fait. Et là, nous avons un Bayrou qui est l'exemple même de tout ça, qui concentre toute cette médiocrité. Qu'a-t-il fait dans sa vie pour être Premier ministre? Bon, un petit peu plus que le précédent, qui n'avait rien fait non plus, parce qu'à 28 ans, qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie? Donc, rien du tout. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait après? On a un autre qui est tout à fait aussi médiocre. On a eu Barnier, qui avait un peu sauvé les trucs, qui n'était pas du tout qui était un peu plus drôle et un peu plus classe, qui avait un statut de Premier ministre, mais qui ne proposait pas des choses qui étaient acceptables par le Parlement qui était de l'époque, pas plus que Bayrou d'ailleurs. Donc, en fait, on est là des gens qui sont sur guerre de tranchées, on protège nos intérêts de classe, on ne veut pas que les gens gagnent de l'argent, on veut gagner l'argent, on veut faire travailler les gens pour nous augmenter notre capital et nos revenus. On en est là-dedans. Donc, je n'ai pas entendu Bayrou en parler, c'est juste ce qu'il a dit entre les lignes. Donc, à partir de ce niveau-là, je veux dire, comme l'a dit Régis, il ne représente rien du tout. Et petite anecdote, à la différence de Marine Le Pen, qui est inéligible, lui est Premier ministre. Il a eu la même chose d'assistant parlementaire fictif, etc. Peut-être pas dans les mêmes proportions. Mais voilà, donc ce qui veut dire que quand on est copain avec le président, ce copinage paye. Voilà, donc ils auraient dû avoir un arrangement quand Macron leur a proposé au niveau du Rassemblement national. Donc voilà, donc en fait, à partir de là, les seuls perdants de tout ça, c'est les Français. Parce que qu'est-ce qui va se décider derrière? Comment on va vous faire travailler plus, ce qui veut dire des impôts déguisés? On va continuer de vous faire les poches. Pendant ce temps-là, on a un ministre du budget qui explique comment il va nous faire les poches. Donc chacun nous dit comment il va nous faire les poches pour eux. Parce qu'à côté de ça, l'hôpital public continue de se détruire malgré les incroyables matchs de football pour les pièges jaunes de notre président de la République. À côté de ça, on a des SDF qui continuent de mourir dans la rue malgré ce qu'a dit Emmanuel Macron, qu'il n'y aurait plus personne qui mourrait dans la rue. Donc à partir de là, tout part à volo, il n'y a rien qui va, sauf le train de vie de la République, pas de la République, des gens qui occupent les postes. Bon, Régis de Castelnau, on veut vous entendre aussi sur François Bayrou. Alors, écoutez, ça va mal parce que vous êtes feignant. Voilà ce que j'ai entendu de la part de ce personnage. Oui. C'est une vieille histoire, mais cette déclaration est aussi inadmissible et insupportable que les précédentes. Alors, on va quand même rappeler le concernant lui précisément. Il n'est pas connu dans l'histoire de sa carrière politique pour un grand travailleur. Bon, ça paraît peut-être de la mauvaise polémique, il n'empêche quand même. Il a été commissaire au plan, comme le rappelle Alexandre. Je rappelle que c'est un statut de ministre commissaire au plan. Alors on me dit qu'il n'aurait pas eu de rémunération. Oui. Je n'ai pas vérifié. Que des indemnités, oui, pour ces missions. Oui, que des temporaires, donc, je dirais pas de. Oui. Que des indemnités, mais le statut, ça implique tout un tas d'avantages, et ce qui est normal d'ailleurs. Un ministre, il faut qu'il ait les conditions de travailler. Il n'a rien foutu. Et d'ailleurs, si on lit la presse, si on lit quelques indiscrétions, on constate que son entourage, les politiques du côté du macronisme, sont consternés
par son niveau d'activité. Bien, ça c'est la première observation. Deuxième observation, mais enfin dites-moi, Monsieur Béraud, vous nous dites qu'il faut se réindustrialiser, c'est une priorité. Qui a amené le taux de production industrielle en France à 12%? Qui poursuit dans cette politique depuis 2017, depuis l'arrivée du fondé de pouvoir du néolibéralisme en France, de l'oligarchie néolibérale, qui a poursuivi cette procédure, qui a décomposé, démantelé les services publics français, comme le rappelait Alexandre. Ce sont eux. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Il y a une situation qu'ils ont créée. Ils étaient les patrons, ils étaient les dirigeants, avec tous les avantages y attachés. Ils ont soutenu un système néolibéral qui ne peut produire que ça. Parce que le rôle de l'État n'est là que pour garantir la soi-disant concurrence libre et non faussée, la concurrence étant totalement faussée au profit des monopoles, et par conséquent, c'est la situation qu'ils ont créée. Et maintenant, on vient nous dire, écoutez, c'est parce que vous ne travaillez pas assez, ou en tout cas, il faut que vous travailliez plus. Mais c'est profondément détestable. Alors bon, malheureusement, je constate que ça ne provoque pas les réactions que ça devrait provoquer, ou en tout cas celles qu'elle provoquait avant. Moi, j'ai l'avantage de l'âge, j'ai connu le monde d'avant. C'était pas le paradis, c'est pas ce que je suis en train de dire. Oui. Mais sur le plan politique, sur le plan des réactions du peuple français, elles étaient autrement vives. Là, il y a une passivité que je trouve assez surprenante. Alors, on va donner la parole dans quelques instants. Allez-y, Alexandre. Pardon, j'ai oublié deux petits points, effectivement, parce que ça porte sur deux sujets. Le premier, c'est sur la personne qui donne le taux de travail. Je vais reprendre le taux de présence de M. Bayrou à l'Assemblée nationale pendant son mandat de 2007 à 2012. Donc, sur 49 semaines, il a été présent 49 mois, pardon. Il a été présent 83 semaines, ce qui le place dans les 150 derniers députés au niveau de la présence. Au niveau de l'activité, 88 participations aux commissions, ce qui le classe dans les 150 derniers députés au niveau de l'activité. Rapport de proposition de loi, 0. Rapport, 0. Voilà, donc quelqu'un qui est très efficace et qui peut donner des leçons. Oui. Et la deuxième chose, voilà, dans les 150 derniers, je rappelle que nous avons 577 députés pour placer un petit peu son efficacité. Donc, ce qui veut dire que la médiocrité paye, hein, bien évidemment, en France. Et l'autre chose, pour réindustrialiser la France, il y a une chose qu'on parle, c'est qu'il faut de l'énergie. Voilà, l'énergie, où on a navigué à vue au niveau du nucléaire. Donc, s'il n'y a pas d'énergie, pas d'industrie. Au niveau des sanctions russes, finalement, on continue d'importer un peu plus cher, mais c'est quand tu continues de faire. Donc, tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'énergie, où on n'a plus de gaz, plus de uranium, plus de pétrole, parce qu'on se fâche avec tout le monde au fur et à mesure, hein, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On peut réindustrialiser quoi? On va faire des industries à l'ancienne, on va faire des trucs à la chaîne. Donc, en fait, les vraies questions ne se posent pas. Et c'est aussi un peu cette fuite en avant qui pose question. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Langlois. On va recevoir Patrick Legras dans quelques instants. On va parler d'une convocation judiciaire dont il a parlé dans un tweet. Patrick Legras, vous savez, porte-parole de la coordination rurale. Mais d'abord, les amis, il faut vous dire que nous sommes déjà très, très nombreux. Je crois qu'on est déjà presque 6000 ici en instantané et en direct, uniquement sur YouTube. Évidemment, vous pouvez nous écouter via d'autres plateformes. Eh bien, merci infiniment. Mais vous pouvez mettre beaucoup plus de pouces. On me le dit dans l'oreillette toujours. Vous savez, nous dépendons des pouces. C'est ça qui pousse les algorithmes justement sur YouTube. Donc allez-y, des pouces. Et tout de suite, Patrick Legras, bonjour. Bonjour. Patrick Legras est agriculteur dans la Somme et président de la coordination rurale des Hauts-de-France. On a souhaité vous faire intervenir dans notre chronique Police-Justice pour mieux comprendre ce qui vous arrive et ce que vous avez dénoncé dans un tweet. Vous avez parlé d'une convocation judiciaire puisque vous êtes convoqué par le procureur de l'Eure après un tweet dans lequel vous défendiez un agriculteur qui est mis en cause par l'Office français de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En fait, on a un ami qui est convoqué parce que le 31 décembre, une personne de l'OFB, le 31 décembre, hein, il y a des gens qui travaillent fort, elle a été convoquée parce qu'on a trouvé qu'une bordure de route était désherbée plus que de raison sur, je crois que c'est presque 1 mètre sur 100 ou 200 mètres. Alors, parce que je me suis expliqué avec les gens de l'OFB, hein, avant qu'on en arrive là, ça fait plusieurs mois qu'on est en discussion. En fait, je leur ai dit, quand on est dans un tracteur avec un pulvérisateur, un coup de volant, 20 ou 30 cm. Donc, moi, c'est pas l'erreur est humaine,
mais elle n'a pas l'air d'être humaine pour les agriculteurs. C'est-à-dire ce qu'on souhaite à la coordination rurale, c'est qu'il y ait évidemment une reconnaissance, une discussion, sans forcément arriver à une entrevue et des poursuites judiciaires sur un agriculteur. Attendez, parce Donc, sur le principe, on lui reproche d'avoir eu un débordement de désherbant sur la voirie, c'est ça? Oui. Enfin, constaté le 31 décembre. Donc, c'est pas possible qu'on traite le 31 décembre. C'était sur une intervention de septembre-octobre. Mais voilà, déjà, la date du 31 décembre. Ouais. Et rien que pour ça, il a une convocation judiciaire. Oui. Et alors, c'est spécifique quand même chez certains services, parce qu'on a d'autres départements où ça se passe relativement bien. Et nous, aujourd'hui, à la coordination rurale, on souhaite qu'on nous remonte tous ces problèmes pour avoir des échanges avec justement l'organisme de la biodiversité. Échanges d'ailleurs que l'on a eu lors du salon agricole, puisqu'on a vu toute l'équipe. Et pour la petite histoire, le responsable de la police de l'OFB a dit à un confrère, parce qu'on n'était pas d'accord sur le port de l'arme, puisque d'ailleurs aujourd'hui, il doit y avoir une intervention de normalement Mme Genevard et Mme Brunacher sur la biodiversité. On avait dit que l'arme n'était pas nécessaire, même si M. Sarkozy, à l'époque, l'avait autorisé, sachant que c'est quand même une arme, c'est un 357 Magnum, quoi. Donc, quand on voit les gens, comment ils sont. Le port de l'arme par les officiers de l'Office français de la biodiversité, hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, on demandait à ce qu'il y ait moins d'armes. Évidemment, s'il y a une rébellion, ils interviennent pour se défendre, mais il n'y a pas besoin d'une arme pour venir constater des traitements de bordure. Et donc, le responsable de la police avait dit si vous êtes traumatisé par un port d'armes, il faut aller chez le psy. Ah oui. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans du haut de gamme. Donc, moi, aujourd'hui, à la rigueur, il y a un problème, on en discute. Ce qui me dérange énormément, c'est que la procureure de l'Eure demande, puisque j'ai échangé entre-temps plusieurs fois avec l'Office de la biodiversité, demande à la personne, c'est-à-dire à l'inspectrice, de porter plainte contre moi parce que j'ai mis un tweet. Et ce tweet, c'est en aucun cas des menaces, parce qu'évidemment, c'est l'avocat qui aura. J'ai pas eu le droit d'avoir le rapport et la mise en cause du procureur. Hein. C'est ce qu'on vous disiez, je vous ai entendu avant, c'est la loi à deux vitesses. Il y a la vitesse du gars de la base et il y a la vitesse des ayants droit. Donc, je dois demander à un avocat. Et aujourd'hui, on me reproche uniquement d'avoir tweeté et d'avoir menacé cette personne. En aucun cas, j'ai menacé, puisque si on est responsable syndicaux, c'est justement pour remonter les problèmes et qu'il n'y ait pas de menaces et de problèmes. Mais voilà, on est dans un système où on fait monter la mayonnaise. Alors, comme m'a dit un politique, c'est quand même intéressant, il m'a dit, vous avez un gros problème, c'est qu'on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, de toute façon, vous êtes solvable. Donc, comme vous êtes solvable, on va vous emmerder parce on va pouvoir vous soutirer de l'argent. Oui. Ce n'est pas comme certains qui n'en ont pas. Donc, et pourquoi on en est là? C'est qu'on a un confrère dans le Pas-de-Calais qui, lui, a eu la même démarche l'année dernière. Il a dû payer pour avoir brûlé une bordure qui repousse. Hein, je vous rassure, ça repousse 3 mois après. Il a dû payer 3 700 €. Donc, vous comprenez que l'erreur est humaine, mais elle n'est pas humaine pour l'agriculteur. Oui. Comme j'ai pu dire, s'il y a 3, 4 débordements, s'il y a des insultes, s'il y a de la mauvaise foi, on est nous-mêmes responsables syndicaux, on ne va pas défendre à outrance. Mais là, sur la première constatation, sur la première mise en cause, c'est des poursuites judiciaires. Évidemment, il faut faire accepter à l'agriculteur ce qu'il a fait, il faut qu'il reconnaisse, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Donc, il y a toute une mise à l'épreuve, un conditionnement qui est fait dans les bureaux. Vous avez fait quoi? C'est bien vous qui avez traité. Et une fois qu'il a reconnu, eh ben, évidemment, on le fait financer la biodiversité qui coûte quand même près d'1 milliard d'euros au service de l'État. Et qui aujourd'hui, on a demandé à ce que ces gens-là, puisqu'il y a des contrôles, fassent des contrôles sur ce qui est importation, sur ce qui est industriel. Et ça, c'est un refus. Et ce n'est pas un refus des services, c'est un refus des ministres concernés. Donc, ça devient pénible. C'est-à-dire que nous, on est là vraiment pour défendre les agriculteurs, parce qu'il y en a quand même qui se sont suicidés suite au venu de l'OFB, parce que la pression est tellement grande. Oui. Donc, on souhaite qu'il y ait des discussions, sachant que la règle n'est pas pareille dans tous les départements. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui cultivent sur plusieurs départements, les règles ne sont pas les mêmes. Bon. Donc, en fait, tout est fait pour allumer l'agriculteur. Tout est fait, et quelle que soit sa raison. Le but, c'est voilà. L'erreur,
c'est 0 erreur. S'il y a erreur, c'est sanction financière. Donc ça, on et a compris. Sanction financière et judiciaire. Débordement reproché de Désherbants, donc convocation immédiate judiciaire par le procureur de l'Eure. Et vous faites un tweet, plainte pour le tweet. Donc on voit en effet une surréactivité, on va dire, surréaction judiciaire. Alors là, évidemment, il y avait le sujet un peu police qui va concerner Alexandre Langlois, le sujet plus justice qui va concerner Régis. Je ne sais pas par lequel je commence. Allez, Alexandre Langlois. Alors moi, j'ai quelques questions pour bien établir le cadre. Donc la première chose, c'était sur les plates-bandes, où il y a eu le débordement. C'était à côté d'une route, c'était à côté d'une zone protégée, parce qu'en fait, la conséquence n'est pas la même. Si c'est à côté d'une route, c'est encore pire que si c'est à côté d'une zone protégée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que l'agriculteur mis en cause était identifié comme faisant partie de la coordination rurale? Donc ces deux premiers petits éléments vont changer la réponse que je vais faire et l'analyse que je vais faire. Alors, l'interlocuteur est bien connu puisqu'il s'est présenté, il est bien connu de la coordination rurale, c'est un membre de la coordination rurale. Et la deuxième chose, oui, c'est en bordure d'une route, mais l'Eure, c'est encore mieux, c'est que l'Eure, il y a il y a une loi qui a décidé que non seulement c'est la bordure de route, mais en plus dans l'Eure, on n'a pas le droit de traiter 1 mètre dans le champ. Ça a été décidé comme ça. Donc, comme je vous dis, comme peuvent dire les gens de l'OFB, on est gentil parce qu'on ne vous critique pas parce que vous avez traité le champ, mais c'est parce que vous avez traité la bordure du champ. Donc oui, c'est en bordure d'une route, c'est comme ça que ça a été vu. Et il faut le savoir quand même que moi, j'ai rencontré des gens de l'office de la DDE, c'est-à-dire anciennement DDE, aujourd'hui des ponts et chaussées. Et les gens des ponts et chaussées doivent donner les éléments à l'OFB ou à la DDTM ou à la Chambre d'agriculture pour verbaliser les gens, c'est-à-dire pour dire attention, il y a quelque chose qui s'est passé là. Donc, on est vraiment à fond sur le paysan. Attention, voilà, c'est la sanction, quoi qu'il arrive, qui est recherchée et la sanction financière. Oui. D'accord. Donc, en fait, voilà. Donc, j'ai plusieurs éléments parce qu'il y avait quelque chose qui me mettait la puce à l'oreille. En général, quand ils prennent des sanctions au milieu des vacances de Noël ou au milieu de l'été quand il n'y a personne, en général, c'est qu'ils ne sont pas fiers d'eux. Voilà. Je sais de quoi je parle. Ils n'aiment pas ça. Donc, quand on met le 31 décembre, c'est que c'est fait exprès pour que la personne ne puisse pas se réagir et ne puisse pas se retourner justement avec un soutien médiatique quand on fait une saloperie. Voilà. Vous regardez toutes les lois d'ailleurs qui passent à l'Assemblée nationale à ce moment-là. C'est le même principe. C'est toutes les saloperies qui passent à ce moment-là parce que les gens ont la tête ailleurs. Sur l'autre chose, après, parce que moi, j'habite au milieu de la campagne. Donc, effectivement, j'ai des agriculteurs autour de chez moi qui s'occupent même de tondre le bord des routes parce qu'ils trouvent ça plus propre à côté de chez eux. On leur a jamais rien dit. Et je veux dire, c'est en bord d'une route, ça ne met pas en péril la biodiversité. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est la priorité de ce gouvernement sur les sanctions. Donc là, par exemple, bordure d'une route pour un agriculteur qui a peut-être débordé, très bien. Mais il y a d'autres endroits où il y a des chantiers écologiques. Je rappelle que le gouvernement a été condamné pour inaction écologique 2 fois. Hein. Donc, je veux dire, à partir de là, il y a peut-être d'autres chantiers. Ce qui m'avait le plus marqué, d'ailleurs, c'était, par exemple, notre ami Macron qui avait autorisé un projet aurifère en Guyane, où il y a de la forêt primaire qui était découpée, polluée à mort. Mais là, ça faisait du pognon. C'était de l'or, c'était des entreprises extérieures qui allaient ramener de l'argent. Donc, c'est cette priorité sur la lutte pour l'écologie. Ensuite, sur le fait que effectivement les procureurs sont aux ordres. Je rappelle que donc c'est une décision politique. Emmanuel Macron l'avait rappelé, les procureurs sont aux ordres du pouvoir exécutif. Il l'a dit dès 2017, rappelé à l'époque par la garde des Sceaux, Madame Belloubet. Donc s'ils agissent comme ça, c'est que le parquet est aux ordres et fait de la politique. S'ils ont fait ça, c'est pour mettre au banc la Confédération rurale. D'ailleurs, c'est pour ça que derrière, quand il y a un tweet qui tombe, c'est pareil, on envoie au tribunal parce que finalement, c'est pas leur argent derrière qui joue, hein, c'est le nôtre aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ils viennent faire nos poches une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent défendre une agriculture plus raisonnée ou des intérêts plus divers, on n'a pas le droit de s'exprimer en France. Voilà. Donc, on verrouille tous les gens qui sont contre le pouvoir, quelles que soient leurs opinions. Donc, d'ailleurs, sur le port d'armes, en tant que policier, moi, j'avais dit à l'époque que l'OFB n'avait pas forcément besoin d'être armé. Je rappelle que déjà, si les gens viennent pacifiquement, moi, j'ai fait toute ma carrière au RG, j'ai été armé très rarement. Pour la raison suivante, c'est que quand on va discuter avec des gens, il n'y a pas besoin de faire peur. Oui. Et que s'il y avait besoin d'avoir quelque chose, on avait juste à passer un petit coup de téléphone et tout le monde débarquait. Et un agriculteur encore pire. Oui. Oui. Non, mais pardon, Alexandre Langlois, mais on a du mal à comprendre. Il me semble que vous nous avez déjà expliqué à plusieurs reprises que quand même, en fait, la police est quand même très peu armée, d'ailleurs, fait très peu d'entraînement de tir, etc. Alors, on a du mal à comprendre ici l'intérêt pour l'Office français de la biodiversité. C'est quand même pas le domaine dans lequel on sort le plus son arme, logiquement. Je ne sais pas pourquoi eux seraient plus armés que les autres.
Eh ben, je ne sais pas non plus. Voilà, peut-être qu'ils avaient un partenariat pour armer ces gens-là pour faire des armes, mais encore une fois de plus, comme on n'a plus de manufacture d'armes en France, c'est des armes qui sont achetées à l'étranger. Ça coûte des munitions, de l'entraînement, et ça sert à rien. Je veux dire, ça peut entraîner qu'envenimer des situations, parce que du coup, il y a des moments où, je veux dire, l'agriculteur va pas s'enfuir, encore moins que les autres. Il a son exploitation agricole, on sait où le trouver. Donc, si ça se passe mal, il y a juste à partir et revenir avec des gendarmes, des policiers équipés et intervenir en sécurité. Parce qu'imaginons le cas de figure, l'agriculteur sort son fusil, c'est pas 2 ou 3 agents de l'OFB qui vont prendre des risques. Enfin, je veux dire, ils se mettent leur vie en danger. Revenir après avec toute une escouade spécifique pour ça met en danger personne, ça permet d'intervenir de façon beaucoup plus sécurisée, à la fois pour la personne qui serait appréhendée et à la fois pour les policiers, les agents de l'OFB. Donc en fait, c'est contre-productif, à part vouloir envenimer les choses. Et moi, je le dis, je l'ai vécu, j'ai fait 15 ans au RG, j'ai été armé, je veux dire, même pas 5% de mes missions. C'était des missions de protection des personnalités quand elles se déplaçaient. Tout le reste du temps, je n'étais pas armé pour des raisons assez simples. C'est que ça peut créer une tension, ça peut créer des choses. Et encore pire, si les gens sont des fois, on n'est pas nombreux, ils peuvent nous voler notre arme. Donc je veux dire, si jamais il y avait vraiment des agriculteurs mal intentionnés qui veulent faire un coup, qui montent les gens, ils pourraient piquer les 2 armes des gars. Donc ils feraient en fait renforcer les gens qui commettraient un délit ou un crime. Donc c'est doublement contre-productif. Et on en reparle encore aujourd'hui. Ça attise les tensions. Voilà, pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc, il y a tout un ensemble. Donc, du coup, là, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de voir si les autres organisations syndicales agricoles subissent les mêmes problèmes. Je ne suis pas sûr. Je rappelle que quand il y a eu des problèmes de faucheurs volontaires avec la FNSEA, ça a pris beaucoup de temps. Il n'y a pas eu de rapidité à l'époque, effectivement. Donc, du coup, la FNSEA avait tous les moyens pour dire, nous, on peut envoyer des choses dans les champs d'à côté, on ne va rien nous dire, parce qu'on est différents. Donc, il y a tout ce petit côté-là. Et après, il y a quelque chose, c'était marrant, j'avais regardé ça dans le Canard enchaîné hier aussi, qui subventionne qui? Parce que aussi, il y avait un truc sur les syndicats, les grosses centrales syndicales françaises, qui ont de moins en moins d'adhérents, mais de plus en plus de subventions. Donc, on achète les syndicats pour leur silence. Donc, je veux dire, je pense que la coordination rurale ne vit pas de subventions, mais plus de ses adhérents. Après, je peux me tromper, mais à ce moment-là, j'ai pas été Ça me fait un peu penser à certains médias. Je dis pas ça parce qu'on est entouré de caméras ici. Hein, ouais. C'est vrai que ça fait penser un peu aux subventions. Mais du coup, c'est suivant l'argent, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on ne va pas taper à qui on a donné de l'argent, parce que finalement, c'est un cercle fermé. On donne l'argent, on le reprend. Il faut mieux aller taper dans les poches de ceux à qui on n'a pas donné d'argent. Parce que déjà, on ne leur a pas donné d'argent, c'est parce que soit on pense qu'on ne peut pas les acheter, soit il y a différentes raisons. Soit deuxième raison, du coup, il faut les faire taire. Et ils ne vont pas voulu être achetés de cette façon-là. Donc, deuxième façon, si on ne leur donne pas d'argent pour les faire taire, on va les chercher dans leur poche. Je rappelle juste, pour qu'on ne me dise pas que je raconte n'importe quoi, les manifestations sur les retraites, par exemple, où toutes nos centrales syndicales françaises, elles ont quand même été bien rangées dans le rang. Et avec encore les négociations avec Bayrou, tout le monde a été bien sage, etc. Dit, on va voir ce qui se passe. Donc, quand on augmente ses revenus en perdant des adhérents, c'est quand même magnifique. Régis de Castelnau. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah bon, parce que j'ai eu un message en me disant que le son était coupé. Non. Bon, alors, Chic, je vais pouvoir revenir sur mon désaccord avec Alexandre. Sur un point, mais je pense qu'il s'y attend. Eh oui, c'est le procureur est aux ordres de l'exécutif et c'est pour ça qu'il est méchant. Non, le procureur fait du zèle. Le procureur fait du zèle parce que tout l'appareil de répression en France, police, pour commencer, est toujours le doigt sur la couture du pantalon quand le pouvoir d'Emmanuel Macron lui demande de massacrer les couches populaires. Rappelons-nous les gilets jaunes. Et jusque-là, vous êtes d'accord. Là, c'était les juges du fond. Ils n'ont pas besoin de recevoir d'ordre. Et quant au parquet, oui, certes, il est hiérarchiquement soumis au pouvoir exécutif, mais pour cette affaire, il y a eu, à mon avis, strictement aucun ordre qui a été donné à la procureure de l'heure. Elle fait ça spontanément, elle fait du zèle. Pourquoi? Parce qu'elle considère que ces couches, les agriculteurs, les ouvriers, les salariés d'exécution des services, classe laborieuse, classe dangereuse. Donc, dès qu'ils bougent une oreille, on leur tombe dessus. Alors, quand en plus, ils ont une organisation syndicale comme la coordination rurale, et là, je redeviens d'accord avec toi, Alexandre, c'est clair que ça va encore plus vite. Mais c'est véritablement un dispositif qui est tout à fait extraordinaire. Ils n'ont pas autre chose à foutre, franchement. Oui, franchement. Et là, je pense à mes amis magistrats. Vous trouvez que votre justice va bien, vous trouvez qu'elle est rapide, qu'elle est efficace, qu'elle va vite. Non, il faut aller chercher pour des broutilles au lieu de discuter, au lieu d'essayer de mettre,
en place les moyens qui permettent que ces problèmes-là trouvent leur solution. Non, non, il faut la répression. Ça, on va me dire que ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir. Je voyais hier, je ne sais plus où, sur quel réseau, une vidéo du confinement où une personne qui sortait d'un supermarché avait dans son caddie un pack de Coca-Cola. Ouais. Et les gendarmes venaient lui dire, mais vous n'avez pas honte, madame, vous n'avez pas le droit d'acheter du Coca, etc. Oui, c'est pas essentiel. Alors, c'était extrêmement élégant. Vous avez la chiasse. Enfin, je crois que c'était pas le terme pas le terme qu'il employait. Il y a dans ce pays aujourd'hui, et d'ailleurs, le système Macron. C'était vous prévoyez le gastro, là, la phrase exacte. Hein voilà, peut-être. Et le système Macron tient par ça, ce système néolibéral, il a des outils de répression qui fonctionnent et qui fonctionnent spontanément. Parce qu'ils sont d'accord avec ce qui est fait, ce qui est mis en œuvre. Enfin, d'accord au sens où ils pensent qu'ils doivent soutenir ce pouvoir. Je le dis, je le rabâche, les appareils de répression n'ont plus besoin de recevoir des ordres pour faire du zèle. Ils sont convaincus qu'il faut qu'ils aident ce pouvoir à survivre. Donc, cette anecdote est à s'arracher les cheveux. Effectivement, on imagine comment il y a eu peut-être une erreur, il y a eu un épandage malheureux, et on a toute une mécanique qui se met en route. Et votre convocation, cher monsieur, elle est due au fait que si on proteste, il faut taper sur ceux qui protestent, justement. C'est extrêmement important. Hein. Donc, convoqué par le procureur pour un tweet. Mais attendez, où va-t-on ? Où va-t-on ? Donc là, je suis contraint, enfin je vais dire une fois de plus, de caractériser ce qui relève d'un système. Un système, on a un pouvoir qui met en œuvre un certain nombre de choses, qui a ses orientations, et on a un système de répression qui lui est totalement fidèle. Et pas parce qu'il reçoit des ordres, parce qu'il est d'accord avec lui. Bon, normalement on a fini, mais je voudrais juste aborder deux petits sujets très rapidement, et ce sera un peu notre conclusion. Et Patrick Legras aussi, vous pourrez réagir. On a quand même cette histoire qu'on suit depuis le début du sénateur Guerriau, vous savez, qui est soupçonné quand même d'avoir administré une substance à son insu à une députée, une drogue. Hein. Donc, et en plus, le parquet de Paris a requis un procès contre ce sénateur il y a quelques jours, et il risque quand même 5 ans de prison. Eh bien, on apprend que malgré son absence au Sénat, quand même, parce qu'il a été éloigné du Sénat, il aurait touché 150 000 € d'indemnité sur une période d'1 an, selon l'association Anticor. 5 931 € d'indemnité de base, 1 527 € d'indemnité de fonction, 6 600 € de frais de mandat. Voilà, donc Anticor a quand même demandé des éclaircissements à Gérard Larcher, président du Sénat. Et puis, on apprend également que Pierre Palmade est désormais sous bracelet électronique, c'est-à-dire qu'il est sorti de prison après 4 mois d'incarcération. Il était dans la prison de Bordeaux-Gradigan. Eh bien, il était quand même condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Eh bien, les 2 fermes, en fait, il en aura fait 4 mois. Voilà, c'était juste pour avoir ce petit côté de poids, de mesure. Je sais pas, on va commencer chacun un petit mot. Alexandre Langlois. Déjà, pour notre ami Guerriau, donc on va rebondir sur deux choses. La première, c'est qu'il faut travailler en France, comme disait M. Bayrou. Voilà, là, par exemple, on a des économies à faire parce que M. Guerriau a refusé de démissionner malgré qu'il ait reconnu qu'il avait de la drogue chez lui, etc., qu'on a fait des tests de drogue, etc. Donc, la seule soupçon qu'il y a, c'est qu'il a volontairement drogué sa collègue. Mais tout le reste, il n'y a pas de problème. Il y avait tout un cocktail incroyable de drogue dans sa tête, dans ses cheveux. Dans sa tête aussi, du coup, pour le coup. Résultat des courses, à l'époque, même M. Larcher lui avait demandé de démissionner. Il a dit non. M. Larcher a déploré qu'il refuse de démissionner. Voilà. Donc, on ne joue pas dans la même chose. Moi, mon employeur dit « Vous avez fait ça, vous êtes viré. » Vous êtes viré. On ne me demande pas poliment de savoir est-ce que je veux bien être viré. Non, ça ne marche pas de la même façon. Voilà. M. Guerriau aussi, il y a un autre truc qui est assez rigolo, c'est qu'il était en photo il y a quelques années avec M. Retailleau. Sur des événements, parce qu'ils sont du même parti. Je rappelle M. Retailleau qui dit que les gens qui se droguent ont du sang sur les mains et qu'il fait la chasse aux drogués partout. Mais
pas chez ses amis et pas ceux qui sont dans son propre camp. Donc, tant que Sénat, l'exemplarité ne vient pas oui. de la tête de l'État, voilà, je veux dire, le reste est pourri. Enfin, je veux dire, tout pourri et tout tombe en déliquescence parce que quand les gens qui dirigent ont perdu la honte, on perd le respect. Voilà, comme disait le cardinal de Retz, que j'aime bien citer. Et enfin, on a notre ami Palmade. Palmade, malheureusement, il y a toujours les raisons, les prisons sont pleines, tout le monde sort. Donc, je ne sais pas le taux moyen de gens qui finissent des exécutions de peine dehors, bracelet électronique ou peine annulée. Mais en tous les cas, malheureusement, en France, il y a des sanctions qui sont prononcées qui ne sont pas forcément appliquées jusqu'au bout. Donc, ça, voilà. Donc, voilà, on a un super Bruno Retailleau qui lutte contre la drogue, qui met en place des choses. On a un super Gérald Darmanin qui met des quartiers d'exception parce qu'il joue au bon taux avec les prisonniers qui s'occupent des cartels de drogue. Mais au final, quand on est proche du pouvoir, tout va bien. Continuez-vous droguer bonnes gens, ça c'est pour le bas peuple. Bon, alors Régis. Oui, alors, Guerriot, faut rappeler pourquoi il est quand même poursuivi et mis en examen. Je veux dire, hein, il a utilisé la soumission chimique. Enfin, c'est ce dont on l'accuse, et il est présumé innocent, la soumission chimique, une collègue députée, pour essayer de la violer. Ben voyons, il est toujours là, il touche ses indemnités, mais exactement comme Monsieur Pellerin, le député macroniste, consommateur avéré, reconnu de différentes drogues, dont de la cocaïne, qui en proposait à son fils, paraît-il, et dont le ministère de la Justice a tout fait pour qu'il ne lui arrive rien, puisque l'affaire a été classée sans suite par le procureur, sans même qu'il ait été interrogé. Et puis on a M. Kerbrat. M. Kerbrat aussi, enfin on a ces trois exemples, aucun n'a démissionné. Tous, ils continuent à être parlementaires, à toucher leur indemnité. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ce même démission, normalement... Oui, Régis, normalement, si le sénateur est absent de plus de la moitié des événements essentiels de la vie parlementaire, c'est la règle, eh bien, dans un même trimestre, il y a une retenue partielle au total de son indemnité. Donc ça même aller jusqu'à la démission... Oui, mais Clémence, c'est un détail. C'est un détail. Non, ils doivent être dehors. Oui. Enfin, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Ils doivent immédiatement être démissionnés. Quand vous allez dans certains pays européens, et Dieu sait si je suis pas spécialement pro-Union européenne, hein, il y a un peu plus de tenue. Oui, quand mais même. on va vous dire présomption d'innocence, Régis. Oui, mais voyons, présomption d'innocence. Oui. Il y a des faits qui sont tout à fait incontestables. Présomption d'innocence, elle porte sur quoi? Elle porte sur la qualification de fait par le tribunal, qualification pénale et délictuelle, et une décision. Donc, c'est une situation juridique. Oui. Mais la situation factuelle, vous n'allez pas l'échapper. Vous n'allez pas y échapper. Est-ce que Kerbrat, oui ou non, je l'accuse pas d'une infraction pénale à cette occasion, est-ce que oui ou non, il a été surpris en train d'acheter de la drogue et puis pas n'importe laquelle, celle qui permet les chemsex, etc. C'est tout ça très élégant, à un mineur de 14 ans. C'est avéré, ça a été reconnu et tout. Je parle de faits, là. Oui. Donc, qui sont tout à fait incompatibles avec le maintien du statut et de la rémunération. Kerbrat, par l'intermédiaire de ses collègues du groupe LFI, il a voté contre la loi narcotrafic. Il faut quand même le faire. C'est fabuleux. Non, moi je suis scandalisé par par une telle situation. On ne démissionne plus jamais, mais vous imaginez vis-à-vis de l'opinion publique les réactions qu'on peut envisager. Vis-à-vis de Patrick Legras aussi. Moi, je mettais les deux en perspective. Et justement, et Patrick Legras a une réaction peut-être aussi, parce que là, vous voyez, en effet, action-réaction. Il y en a il y en a pour lesquels on est un peu plus réactif que d'autres. Une bordure, c'est pas grave, mais par contre, une ligne de coke, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà, une bordure, c'est grave, et une ligne de coke, c'est un peu plus grave. Une ligne de coke, c'est pas grave. Alors, ce que ça démontre, excusez-moi Clémence, ce que ça démontre, c'est l'inconscience, le défaut du rapport au réel. Ils vivent dans une bulle, et ils se rendent absolument pas plus compte de leurs responsabilités. On a 3 exemples, mais à la limite, c'est l'environnement politique. Qu'attend Jean-Luc Mélenchon pour dire à Kerbrat, tu dégages? Qu'est-ce qu'il attend? Enfin, c'est ahurissant. Hein. Et Mathilde Panot, non, on le couvre. Ah ben oui, vous comprenez, le pauvre, il est addict, c'est affreux et tout. Très bien, va te faire soigner, mon gars.
Allez. Mais tu n'es pas député. La réaction de la oui, fin. sur Palmade, je voulais dire Alors, un petit mot allez-y, sur Régis, Palmade. Patrick Legras ensuite. Hein, et ensuite, il y a Nicolas Vidal qui attend derrière. Oui. Sur Palmade, l'affaire Palmade a été traitée, c'est une affaire très médiatique parce que c'était un people, tout ça a été absolument affreux ce qui s'est produit. Je considère que la procédure s'est passée normalement, assez rapidement. Oui, il y a eu des problèmes juridiques sur le décès de cet enfant à naître, etc., pour savoir si là aussi il y avait homicide involontaire pour le bébé, etc. Tout ça a été tranché, la condamnation a été effectuée. Effectivement, je pense que la question du bracelet, ce sont des modalités d'exécution des peines qui sont utilisées quand l'incarcération, il a quand même été incarcéré 4 mois, c'est pas rigolo, hein, l'incarcération. Moi, je me rappellerai toute ma vie de ma première entrée en prison, non pas pour y être incarcéré, hein, mais j'étais tout jeune avocat, et j'y ai été après par la suite très souvent. C'est quelque chose de très rude. Donc là, très bien, il est avec son bracelet, assigné à résidence. Je pense que ok, cette affaire, elle est passée, elle est terminée. Il faut qu'on tourne la page. La sanction a été prononcée. Maintenant, laissons les choses se faire. Il y a plus rien à gagner à continuer à les polémiques autour de ça. D'accord. Patrick Legras, une dernière réaction? Vous avez entendu nos chroniqueurs? Quand je vois tout ce qui se dit, c'est vrai que le monde agricole, on est vraiment dans un autre monde. C'est-à-dire que, bon, tout à l'heure, pour reprendre ce qu'avait pu dire Alexandre, oui, par exemple, dans l'Oise, lors des manifestations, on a muré l'OFB, les gens n'ont rien eu. Oui, au niveau de l'OFB, il y a le vice-président de la FNSEA qui y siège, mais ça m'est égal à la rigueur. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que lorsqu'on voit l'acharnement qu'on a sur nos paysans qui, entre guillemets, on le répète, depuis un an, n'arrivent pas à avoir 500 millions d'euros pour tous les agriculteurs, ce qui correspond, je le dis toujours, à 1000 euros, hein, et qu'on sort quelques milliards tous les mois pour l'Ukraine. Moi, je ne suis pas jaloux qu'on donne de l'argent à l'Ukraine, mais le monde agricole, on est vraiment, entre guillemets, la merde qui nourrit le reste de la planète. Oui. Parce qu'on n'a aucune considération. Dès qu'on fait une erreur, on paye cash, alors qu'on n'est pas violent. Quand je dis on n'est pas violent, c'est uniquement pour se défendre, c'est pour ne pas payer des amendes, c'est pour vivre de notre travail parce qu'on nourrit les gens. Et malgré ça, on s'acharne sur certains d'entre nous. C'est ça qui me fait mal au ventre. Alors après, votre analyse, c'est normal, elle est plus générale. Moi, ce qui me fait mal, c'est ça. Si aujourd'hui j'ai des responsabilités syndicales, c'est uniquement pour défendre le faible et défendre celui qui veut vivre de son travail. Et quand j'entends tout ce qui peut se faire et tout ce qui peut se dire actuellement et la pression qu'on nous met, je trouve seulement ça dommageable. Et comme vous avez pu dire, on est obligé de monter au créneau, on est obligé, comme certains, de faire des manifestations, de monter, moi j'appelle ça monter en gamme, pour se défendre et pour survivre. Donc c'est ça qui fait mal au ventre. Le reste, comme je vous dis, on a d'autres soucis plus importants, mais je vois que les soucis de certains ne sont pas les mêmes que ceux qui travaillent. Oui, mais justement, c'était ça qui était intéressant de souligner, Patrick Legras, c'était ce 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en direct, agriculteur dans la Somme et président de la coordination rurale des Hauts-de-France. Merci à Régis de Castelnau, je rappelle, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur, avocat à la cour évidemment. Alexandre Langlois, merci également à vous, ancien policier, auteur de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, les éditions Talma, et chroniqueur Tocsin évidemment. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.